Bonjour à toutes et à tous. C'est le mouvement de jeunesse le plus important en Europe et au monde. Près de 200 000 jeunes en France sont guides et scouts. Créé par Baden-Powell au début du XXe siècle, le scoutisme met en avant la solidarité, l'entraide, l'éveil à la nature et souvent la foi. Des principes partagés par les scouts et guides de France, les scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Et alors que l'IFOP vient de publier une étude révélant l'impact positif du scoutisme sur la société française, Monseigneur Laurent Perceroux, évêque de Nantes, réunissait hier les 3 mouvements scouts de la région lors d'une grande journée de rassemblement au calvaire de Pontchâteau. Une journée placée sous le signe de l'unité et de la fraternité. L'occasion pour nous aujourd'hui de recevoir des jeunes issus de différents mouvements scouts afin de découvrir leur parcours, leurs engagements et ce que le scoutisme leur apporte au quotidien. Et pour ce rendez-vous fidélité, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Louise. Bonjour. Bonjour. Vous avez 17 ans et vous êtes cheftaine de Louveteaux chez les SUF, les Scouts Unitaires de France. Exactement. Et à vos côtés, Timothée, bonjour. Bonjour. Et vous avez tout juste 18 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Et vous êtes assistant chef de meute chez Scouts d'Europe. Tout à fait. Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans et vous êtes routier chez les Scouts Unitaires de France. C'est ça, exactement. Et également avec nous, David Éluard, bonjour. Bonjour Tiffaine. Vous êtes commissaire de district Nantes-Sud pour les Scouts d'Europe. En 2 mots, qu'est-ce que ça signifie ? Alors un commissaire de district, c'est un adulte comme moi, mais qui laisse surtout les responsabilités aux plus jeunes, mais qui va accompagner des chefs de groupe qui sont également des papas ou des mamans, qui ont un rôle d'encadrement, de respect de la pédagogie et surtout d'être garant en fait que la réglementation soit bien appliquée dans nos activités. Mais surtout déjà un principe très important, c'est que le scoutisme, c'est l'éducation des jeunes par les jeunes et donc c'est eux qui vont à proprement parler être responsables des plus jeunes qui leur sont confiés. Des parents qui eux-mêmes ont été scouts ou pas toujours ? Pas toujours, et d'ailleurs on peut passer un appel ici, c'est-à-dire qu'on peut démarrer le scoutisme à n'importe quel âge. Samedi soir, avant la journée de dimanche, on a un papa d'une 50aine d'années qui a pris des responsabilités de bénévole et qui a décidé de prononcer sa promesse. Donc il n'y a pas d'âge pour être scout. En revanche, quand on démarre, on reste scout toute sa vie. Et on va revenir justement sur la pédagogie des scouts, mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur cette journée que vous avez vécue. Tout de suite, on écoute les mots d'accueil de Monseigneur Perceroux lors de cette journée au calvaire de Pontchâteau. Nous sommes là pour vivre l'engagement au service. Et l'engagement au service, il dépend de vous tous, enfants, jeunes et adultes, afin que l'aventure scout vous conduise à donner le meilleur de vous-même, à grandir pleinement dans votre identité, à prendre conscience de ce dont vous êtes capable de faire pour et avec les autres. C'est pourquoi le scoutisme est une école de la vie et pour nous, disciples du Christ, de la vie avec et pour Dieu. C'était les mots d'accueil de Monseigneur Perceroux lors de cette journée au calvaire de Pontchâteau, je l'ai dit, qui a réuni plusieurs milliers de jeunes des différents mouvements scouts sous le thème « Tous unis par une même promesse ». Alors pour débuter cette émission, j'aimerais qu'on fasse un premier tour de table pour revenir sur la journée. Baptiste, allez, on commence par vous parce que vous êtes le plus vieux, 22 ans. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée ? Qu'est-ce que vous avez découvert des autres mouvements scouts que vous connaissiez peut-être pas ou pour lesquels vous aviez des a priori ? Je pense que c'était une super journée où tout le monde a pu partager les valeurs communes autour du scoutisme. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est malgré nos différences, l'unité qu'il y avait entre les différents mouvements. Et en fait, on se rend compte que malgré les différents mouvements, on a des valeurs communes et qui sont comme le partage, la débrouillardise, le sens de service. Je pense que Monseigneur Perceroux en a parlé. Il en a longuement parlé pendant son homélie. Et donc, c'est ces valeurs qui m'ont marqué et que j'ai trouvé plutôt cool. Oui, on va voir justement quelles valeurs vous parlent dans le scoutisme. Timothée, cette journée, comment ça s'est passé pour vous ? Très bien pour ma part. J'ai surtout vu que la cohésion pendant les Jeux et même pendant la messe, j'ai vu finalement presque qu'en fait on avait tous l'uniforme, on avait tous le même uniforme.
l'uniforme en fait scout finalement, et que les mouvements se différaient juste par rapport à la manière d'aborder les scouts, et franchement une super journée. Il y a eu un accueil le matin tôt avec des grands jeux, il me semble, suivi d'un pique-nique et d'une messe. Les grands jeux vous ont permis de bien vous connaître les uns les autres. Louise, un retour sur cette journée ? Oui, du coup, moi, j'ai été organisateur d'un jeu, enfin organisatrice d'une équipe en tout cas, et je me suis occupée donc de Louveteau et Jeannette, ou les Louvettes, qui venaient de plusieurs mouvements, et on voyait vraiment la cohésion entre eux, ils jouaient tous ensemble et tout, il n'y avait aucune distinction entre mouvements, et ils étaient tous heureux d'être là en tout cas. Louveteau, Jeannette, c'est les plus petits, c'est voilà, les 8-12 ans. 12 ans. Vous parliez d'uniformes, ils sont tous différents finalement quand même. David Éluard, c'est pas les mêmes uniformes, mais c'est la même inspiration au fond. Comment vous définiriez ces différences ? Oui, d'ailleurs ma femme qui a participé aussi au jeu et qui est également engagée me disait hier soir à l'issue de la journée que lors du jeu on avait oublié qu'on n'avait pas tout à fait le même uniforme, donc je rebondis sur ce que dit Timothée. On a senti une très grande cohésion dans cette journée. On est tous issus finalement de l'intuition et de ce que Baden-Powell a démarré au début du XXe siècle, et puis finalement on a effectivement quelques différences pédagogiques qu'on pourra aborder ici, mais surtout une grande unité, je pense, dans la façon de vivre le scoutisme. Et donc, c'est ce qui nous a réunis hier. Unité et fraternité. On l'entend, cette journée, ça a été un moment fort, un temps fort. Mais chacun d'entre vous a un parcours différent au sein de cette grande famille du scoutisme. J'aimerais que justement qu'on revienne un petit peu sur chacun de vos parcours scouts. Louise, on l'a un peu évoqué, vous êtes assistante cheftaine de meute chez les Scouts unitaires de France. Ça signifie que vous encadrez avec d'autres cheftaines des jeunes garçons de 8 à 12 ans, des louveteaux. Quel a été votre parcours jusqu'à ce rôle aujourd'hui, Louise ? Alors moi, j'ai commencé le scoutisme dès 8 ans. Donc j'ai commencé par 4 ans de Jeannette, dans le même groupe où je suis assistante aujourd'hui. Et j'ai enchaîné alors avec 5 ans de guide, jusqu'à donc l'année dernière, où je me suis directement réengagée pour être assistante cheftaine. Et qu'est-ce qui fait que vous avez envie de devenir cheftaine de louveteaux ? Et puis pourquoi les louveteaux et pas les Jeannettes ? Alors on dit Jeannette chez les SUF, voilà. Ou pas cheftaine de guide par exemple ? Alors tout d'abord, cheftaine de guide, c'était pas possible parce qu'il faut avoir minimum 1 an de différence avec les dernières années. Mm-hmm. Et en plus, je pense que ça aurait pas été facile parce que j'étais vraiment copine avec tout le monde, donc j'aurais peut-être pas su avoir assez d'autorité. Mais alors, j'ai voulu me réengager en tant que cheftaine parce que j'en avais pas fini avec les scouts, ça m'aurait trop manqué. Depuis 8 ans, j'en fais tous les ans. Et c'est ma chef de groupe, Camille, qui m'avait dit ça, qui m'avait dit ce serait trop simple de rester sur son canapé. Et moi, ça m'avait marqué et je m'étais dit autant faire quelque chose de mes week-ends, autant aider, autant rendre ce qu'on m'a donné quand moi j'étais petite. Et alors, Louveteau plutôt que Jeannette, c'est simplement parce que ma petite sœur, elle est aux Jeannettes aujourd'hui et je voulais la laisser un peu grandir dans son propre environnement. Timothée, vous êtes assistant chef de meute chez les Scouts d'Europe. Vous accompagnez aussi des jeunes garçons de 8 à 12 ans, comme Louise. Comment est-ce que vous êtes entré dans le scoutisme et qu'est-ce qui vous a donné envie ? Exactement, du coup moi c'est surtout par mes parents. J'ai commencé par 3 ans de Louveteau SUF, donc Scout unitaire de France. Ensuite j'ai fait un break de 2 ans jusqu'à ce que mes parents me motivent à reprendre les scouts, donc les Scouts d'Europe. Donc j'ai commencé les Scouts d'Europe avec 1 an entre guillemets de retard, et voilà, après j'ai poursuivi du coup sur 4 ans en étant chef de patrouille et puis voilà, après tout s'est enchaîné, puis chef Louveteau. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents, pour vous donner envie de retourner chez les scouts ? J'ai vu aussi, l'éducation qu'ils ont pu nous donner, même aussi, pas forcément mes parents, aussi mes grands-parents, tous mes cousins. J'ai vraiment une famille qui est effectivement dans les scouts, et puis ils m'ont motivé par le fait de toujours, le week-end, de toujours être occupé, de ne jamais rien faire. Et même après, pour la vie plus tard, dans les métiers, dans les activités, pour être après dans des associations, tout ça, toujours aider les autres, être toujours disponible pour les gens qui sont en difficulté, et vivre avec la nature.
Le service et la Exactement. nature. Et vous avez dit, donc vous avez été chef de patrouille. Exactement. C'est ce qu'on dit chez les scouts quand vous êtes. En fait, c'est une troupe, c'est ça, chez les scouts. Et puis il y a plusieurs patrouilles. Voilà. Et donc, quand vous avez terminé finalement votre cursus, votre parcours chez les scouts. Comme Louise, vous avez eu envie de donner qui fait qu'aujourd'hui vous êtes chef de meute? Je pense que c'est aussi donner ce qu'on m'a donné. C'est comme ça un petit peu que moi je trouve que ça marche comme ça. Quand j'ai été louveteau, j'avais des chefs. Alors pourquoi les louveteaux d'aujourd'hui n'auraient pas de chef en fait, et donc forcément il manquait un chef. Donc je me suis dit allez, c'est parti. C'était 2 amis à moi et je me suis dit pourquoi pas être chef, pourquoi pas donner de mon temps et faire vivre une super aventure aux petits louveteaux. Avant de passer à vous, Baptiste, une dernière question. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'accompagnement de louveteaux? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Honnêtement, c'est aider les petits, encadrer les petits. Moi, ça m'a toujours vraiment amusée. Et puis, ils sont vraiment hyper motivés pour venir aux activités, etc. Donc, moi, ça me plaît de leur rendre un sourire parce qu'ils arrivent souvent à entrer dans les pieds et puis ils repartent après en étant contents de leur chasse, comme on appelle ça. De leur chasse. Et vous, Timothée? Moi, ce qui me motive, oui, effectivement, c'est aussi de leur faire plaisir et tout simplement de voir que, oui, effectivement, ils arrivent souvent à entrer dans les pieds et ils repartent toujours contents, ils veulent toujours raconter à leurs parents, par exemple, ce qu'ils ont fait, et aussi voir que je trouve que nous aussi en fait en tant que chef louveteau ça nous aide à voir comment gérer toutes sortes de situations, par exemple. Ah oui. Oui, c'est ça, vous apprenez à pouvoir réagir et être tout le temps là à des moments où que vous auriez peut-être même pas imaginé, dans des situations qui sont pas forcément évidentes. À votre âge, c'est pas facile quand même de porter des responsabilités comme ça vous a pas fait peur? Honnêtement, moi, pas vraiment, parce que déjà, on commence en étant chef d'équipe. Du coup, c'est la même chose qu'être C'est ça, c'est patrouille. comme chef de patrouille. Et donc, petit à petit, on gagne des responsabilités au fur et à mesure de nos années scouts. Et puis, j'étais encadrée. Je savais que je rejoignais une maîtrise qui avait déjà beaucoup d'expérience. Alors, je savais qu'elle pouvait me prendre sous leur aile, entre guillemets, jusqu'à ce que j'acquière moi-même les responsabilités qu'il fallait. Vous aussi, Timothée, vous saviez que de toute façon, vous étiez accompagné? Oui, je suis accompagné. Puis, c'est une expérience à prendre. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, voilà. On reviendra justement un petit peu aux responsabilités, à comment on peut organiser une journée, comment on organise ces journées de chef quand on est quand même si jeune. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien le scoutisme et sa pédagogie, alors on vous reconnaît avec vos uniformes et on vous voit aussi vendre des calendriers. On peut entrer dans le mouvement Scout d'Europe ou SUF dès 8 ans. Dès 12 ans, on passe chez les scouts ou guides. Et ensuite, il y a les routiers à partir de 17 ans, si on le souhaite. Baptiste, vous êtes routier chez les Scouts Unitaires de France. Comment vous avez évolué dans le scoutisme jusqu'à ce rôle aussi, vous? Alors, moi, j'ai un parcours assez classique et original à la fois, parce que, comme Louise et Timothée, j'ai fait toutes mes années en tant que jeune, donc en tant que louveteau, puis en tant que scout, aussi chef de patrouille. Et au SUF, on ne peut pas être directement chef. À l'issue de nos années à la troupe, donc en tant que scout, car les garçons ne peuvent encadrer que des scouts et comme l'a dit Louise, il faut une année de transition. Donc j'ai d'abord fait une première année au routier et par la suite j'ai intégré la maîtrise de la troupe pendant 1 an en tant qu'assistant. Et La maîtrise de la troupe, c'est-à-dire les chefs. Les chefs de la troupe, exactement, oui. Et ensuite je me suis engagé pendant 3 ans en tant que chef de troupe, c'est-à-dire responsable des chefs et des scouts de la troupe. Pendant 2 ans à Dunkerque, dans le Nord. Et cette année, l'année dernière, en arrivant à Nantes, j'ai repris ce rôle-là. Et cette année, j'ai voulu changer, j'ai voulu passer à autre chose, parce qu'après 3 ans de chef de troupe, ça m'a beaucoup apporté. Mais j'ai voulu changer, donc c'est pour ça que je suis revenu au routier. Et alors, ça veut dire quoi, être routier ? Être routier, c'est des scouts qui sont principalement au service. Les routiers sont basés sur 3 principes, qui sont la prière, l'aventure et le service. Et donc, pendant nos week-ends sont organisés en fonction de ces 3 piliers.
on rend des services auprès de personnes, auprès d'associations ou dans des abbayes parfois qui nous accueillent pour nos week-ends, pour les remercier de leur accueil principalement et même pour leur rendre service. Donc ça c'était le côté service. L'aventure, souvent on part marcher, explorer la région ou les alentours du lieu dans lequel on est. Et la prière, c'est la prière pendant tout le week-end. Et aussi on a des heures routes, c'est des temps pour nous avec des textes de réflexion pour pouvoir continuer à grandir et évoluer dans le scoutisme. Et jusqu'à quel âge on peut être routier ? Jusque 25 ans. La route est encore longue. Vous avez encore un peu de temps. Ouais, exactement. Oui, on entend qu'il y a beaucoup de responsabilités. Comment est-ce que vous définissez le scoutisme ? Je ne sais pas, on peut faire peut-être un petit tour de table. Louise, comment vous définissez le scoutisme si vous deviez donner une définition ? C'est pas très personnel de dire ça comme ça, mais c'est vraiment une école de vie. Enfin, on apprend tout, on apprend à aller vers les autres, les services, le respect de la nature. On a aussi beaucoup de... Enfin, pas beaucoup vraiment, mais en tout cas, on a une sorte de spiritualité qui nous accompagne parce qu'il y a la foi chez les scouts aussi. Et on apprend vraiment tout comme ça à côté de personnes qui sont comme nous. Oui, les SUF et Scouts d'Europe sont des scouts catholiques. Pardon, Timothée, comment vous définissez ? Franchement, pour moi, c'est vraiment sortir du cadre et toujours relativiser, être toujours avancé et toujours trouver une solution et relativiser, avancer. Le scoutisme, c'est vraiment... effectivement, c'est une école de vie où on apprend, on avance et voilà. C'est la débrouillardise. Voilà. Et Baptiste, comment vous le définissez, le scoutisme ? Oui, c'est l'école de la vie, effectivement. Mais c'est l'école de la vie dans la nature, je dirais. Parce que pendant nos week-ends, nos activités, nos camps, on vit beaucoup dans la nature. Donc on se sert de cette nature, cette beauté, ces paysages qui nous sont donnés pour organiser nos activités. Donc c'est cette école de vie dans la nature, je dirais, le scoutisme. Quelles sont les activités au fond qui sont proposées ? Comment ça se passe sur une année si on devait un peu généraliser ça représente un week-end par mois, plus quelques semaines l'été, pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout. Je ne sais pas si l'un de vous veut expliquer, Louise ? Au guide, ça consiste approximativement à un week-end par mois. Il peut y avoir quelques exceptions où ça peut être des sorties, mais ça doit être, c'est approximativement un week-end par mois. Il y a des week-ends entre équipes et des week-ends de compagnie. Donc entre équipes, c'est la chef d'équipe qui organise et on est vraiment indépendante. Et les week-ends de compagnie, c'est on rejoint toutes les autres guides. Voilà. Et puis ensuite, l'été, c'est 2 semaines de camp. 2 semaines de camp où on est tous ensemble. Et pour les louveteaux, par contre, les plus jeunes, les Jeannettes ou les Louvettes, les louveteaux, là, c'est moins important, Timothée. Effectivement, c'est en général une sortie par mois, un week-end en fin d'année. On fait qu'un week-end par an, enfin une nuit donc par an, et ensuite un camp d'une semaine, donc 5 nuits. C'est quand même important. Et chez les routiers, c'est quoi le rythme ? Chez les routiers, on a un service à faire sur l'année. Donc ça peut être un service toutes les semaines ou 2 fois par semaine en fonction des disponibilités de chacun. Donc c'est un service récurrent qui se fait sur toute l'année. Ensuite, on essaie de se caler des week-ends aussi. Là, nous, on a un week-end par mois à peu près, plus les activités qui sont proposées par le national. Et on a un camp d'été sur 2 semaines environ, où on a 1 semaine de service et 1 semaine de marche. C'est quelque chose qui change beaucoup en fonction des mouvements, David Éluard, l'organisation selon le rythme de l'année. Là, par rapport à ce que j'entends entre les scouts unitaires de France et puis les guides des scouts d'Europe, on a relativement le même rythme d'activité et puis une pédagogie qui est quand même assez similaire par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, ce qu'on peut rajouter en termes de compréhension pour les auditeurs, c'est que ça répond aussi aux différentes étapes de la vie d'un jeune dans sa progression personnelle. Et je pense qu'on est assez similaire avec les scouts unitaires de France sur ce point. On appelle la branche des jeunes de 7 à 11 ans la branche jaune, en fait, pour chez les scouts d'Europe, les louvettes et les louveteaux. Et là, la cellule de base, ça va vraiment être le collectif, la meute ou la clairière. Et donc, c'est le collectif, finalement, qui va permettre à l'enfant de progresser, de grandir
grandir au contact des autres et de vivre des choses avec l'ensemble de ses frères ou ses sœurs louvettes-louveteaux. Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que on est dans un imaginaire qui est très important à cet âge des plus jeunes, qui va être celui du livre de la jungle. Voilà, donc en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc ça, c'est très important. Chez les Suf aussi, c'est le livre de la jungle. Chez les louveteaux, oui. Chez les Jeannettes, c'est une petite subtilité, c'est la forêt bleue. C'est autre chose. C'est autre chose, voilà. David, pardon. Et donc, pour poursuivre cet imaginaire, oui, est très important. Et c'est aussi ce qui va rythmer la pédagogie toute l'année, dont on parlait, toutes les activités, puisqu'il va y avoir des références. Et il y a une suite logique, puisque quand on fait de la pédagogie, effectivement, on a des références. Et c'est ce qui fait que ça va suivre l'année. Et dès le début de l'année, finalement, on se met déjà en préparation du camp, qui sera un peu l'apothéose de l'année. C'est le moment que tout enfant qui est dans le scoutisme attend avec impatience, parce que là, il va vraiment vivre une vie complètement déconnectée dans la nature, avec les autres, à un moment vraiment un peu hors du temps finalement, basé sur l'essentiel, où il va aussi construire des vraies amitiés. On pourrait tous témoigner, je pense, ici, que à travers le scoutisme, on a vécu des choses fortes en fait avec les autres, et on a de très belles amitiés. Voilà. Et je ferme cette parenthèse. Et donc ensuite, la branche verte, qui est celle des éclaireurs, là c'est vraiment, on en a parlé, la patrouille qui est la cellule de base, et puis là on a la même pédagogie, avec notamment le chef de patrouille, qui était justement ce que Baden-Powell a souhaité encadrer, mettre en place, fort de son expérience militaire, de donner des responsabilités à des plus jeunes. Il faut savoir qu'à l'époque, en Afrique, il avait commencé à utiliser dans des opérations militaires des jeunes qui n'étaient pas en état de combattre, parce que justement, ils étaient un petit peu trop jeunes. Mais en revanche, on pouvait déjà leur confier des petites responsabilités, notamment dans la transmission d'informations capitales pour les opérations militaires. Et donc, en rentrant à Londres, il a trouvé des jeunes désœuvrés. Il s'est dit, c'est un peu ce que disait Timothée. Moi, je suis occupé un peu tous les week-ends et tout le temps avec les scouts. C'est ça. C'est lutter contre le désœuvrement de façon efficace, utile, en confiant des responsabilités à tous et en permettant de vivre cette aventure. Et notamment le chef de patrouille ou la chef de patrouille, c'est une fille, un garçon de 16 ans, donc c'est finalement relativement jeune, à qui on va confier une grande responsabilité d'organiser les activités de l'année, d'être parfois seul avec sa patrouille, à devoir se débrouiller dans la nature. Donc beaucoup disent aussi que le scoutisme, c'est finalement une école de management, puisqu'on apprend aussi finalement à diriger, et de façon à un âge qui est assez jeune finalement. C'est ce qui définit la pédagogie scout, c'est ce qui la différencie finalement d'un mouvement, d'un autre mouvement ou une autre association finalement de jeunesse. C'est cette éducation du jeune par le jeune. Oui, je pense que ça c'est fondamental, c'est confier un grand niveau de responsabilité aux jeunes avec un principe de subsidiarité finalement. C'est le jeune qui est au plus près des autres, avec finalement une différence d'âge assez minime. En revanche, le scoutisme donne un cadre, et donc on n'est pas entre amis hors cadre, et il y a quand même une hiérarchie qui fait que on apprend à devenir une femme, on apprend à devenir un homme dans un cadre qui est défini, mais on sait très bien que les jeunes n'aiment pas trop écouter les plus vieux, en premier lieu ses parents, et donc là c'est vraiment quelque chose qui va être complémentaire de l'éducation des parents, de l'éducation qui peut être donnée à l'école ou dans d'autres associations, mais qui va avoir en revanche la particularité d'être assez complet, puisqu'on va s'adresser, on en a parlé, à la vie spirituelle, à la vie dans la nature, avec des choses très sportives. Ça, c'est ces piliers, ça. C'est les piliers de la pédagogie scout. Alors, les piliers de la pédagogie scout, si on en parle, on a 5 finalement piliers. Ce que vous disiez, la vie dans la nature, vous étiez en train d'évoquer ça. Oui. Ça fait partie des piliers. Tout à fait. En fait, on a 5 piliers dans le scoutisme qui sont le premier, la santé et le développement physique, qui est très lié aussi effectivement à la vie dans la nature, où on va prendre soin de la nature. Ça fait partie de la loi scout, puisqu'il y a une loi aussi, on ne pourra pas tout évoquer dans une émission d'1 heure, et Oui, on essaie de brosser un portrait un peu large, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais... Et donc en tout cas, le sens du développement physique, de l'hygiène de vie, de son rapport à son propre corps, au corps des autres, c'est des belles valeurs aussi, en lien avec la beauté de la nature,
Et dans le scoutisme, on a aussi une pédagogie du beau, on aime faire des belles choses. Alors ça va se traduire par un deuxième pilier qui est le sens du concret, voilà, qui parle beaucoup aux jeunes, et on a beaucoup de demandes d'inscription aussi de parents qui souhaitent que le scoutisme soit un relais éducatif pour leurs enfants, parce que dans un monde qui est devenu quand même très virtuel, avec des jeunes parfois qui ne vivent que à travers les réseaux sociaux, à travers les jeux vidéo, et qui pourraient rester enfermés tout le week-end devant leur écran, et ben là on va être confronté à la vie dans la nature. Ça veut dire peut-être qu'il va pleuvoir, mais il va falloir monter la tente, faire un feu, cuire la nourriture. Et donc là, je peux vous dire qu'on est bien dans le concret et le réel. Et c'est ce qui fait aussi que ça nous amène à un troisième pilier qui est la formation du caractère. Parce que quand on vit des choses difficiles, confrontées au réel justement, on va être confronté à soi-même, à savoir devoir rendre service, puisque la nourriture ne va pas se cuire toute seule, par exemple. Il y a des beaux projets souvent, puisque je parlais aussi d'une forme d'esthétisme au sein du scoutisme, comme avoir le projet de construire une tente surélevée, faire du froissertage, c'est-à-dire savoir couper un arbre dans les règles de l'art, en protégeant la nature aussi, ne pas le faire n'importe comment, de construire une tente surélevée, de faire des belles constructions. Ça amène aussi à forger le caractère, à savoir se dépasser. C'est un peu ce que disaient les jeunes là quand je les écoutais, faire des choses qui permettent de se déplacer, de se dépasser, d'être toujours en mouvement, et donc de se forger un caractère de femme et d'homme. Et puis vous en avez tous parlé aussi, le sens du service, puisque je rappelle que notamment les chefs qui sont ici engagés, moi-même, tous celles et ceux qui prennent des responsabilités sont bénévoles, et donc ils le font gratuitement. Et donc être engagé dans le scoutisme, c'est avant tout donner de son temps de façon très généreuse, et donc forcément ça nous apprend à avoir cette forme de générosité, pas seulement dans le cadre restreint du scoutisme, mais dans tout le monde qui nous entoure, de savoir donner de son temps. Et puis enfin, on en a parlé, le sens de Dieu, puisque le père Jacques Sevin, qui est une grande figure du scoutisme, quand le scoutisme a été importé, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est le père du scoutisme catholique. Tout à fait. Dans les années 20, il faut savoir que on regardait ça un peu on l'a oublié, mais on pouvait regarder aussi le scoutisme d'un mauvais œil, puisque ça venait du Royaume-Uni. C'était un scoutisme d'inspiration protestante, et donc finalement ça a été le démarrage dans les années 20 de la création du scoutisme catholique, et puis qui a essaimé. Et donc fidèle à ce que souhaitait Baden-Powell, le sens du sacré, la vie intérieure, le sens de Dieu finalement, est quelque chose qui fait partie intégrante de la spiritualité. Et donc on est fiers finalement d'être chrétien, d'être catholique quand on est scout, ce qui ne nous empêche pas, et au contraire, on a le cœur ouvert, et donc ça ne nous empêche pas d'être ouvert à tous les jeunes, même ceux qui ne seraient pas baptisés, ignorants de la foi. Voilà, on propose cette dimension-là, mais elle n'est pas une obligation. En revanche, ça permet aussi à des jeunes de découvrir la foi à travers le scoutisme, et nombreux témoignent que leur vie de foi a été éminemment marquée par leurs années de scoutisme. Et ça, on en reparlera, c'est un point très important. Et on verra justement si la pédagogie scout SUF diffère un petit peu. On va faire quand même une petite pause, on reparlera justement de ses particularités pédagogiques, son adaptation aussi, l'adaptation du scoutisme au monde d'aujourd'hui, des défis qui l'attendent. On y revient après l'instant F. Tout de suite, comme on est dans la joie, on est dans la joie aujourd'hui, on écoute Glorious. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout
cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Le rendez-vous fidélité. Et on revient à notre sujet sur le scoutisme. Aujourd'hui, le scoutisme, une école de vie. Mais tout de suite, c'est l'instant F. L'instant F. Avec cet instant F, on prend quelques minutes avec des questions un petit peu plus légères, plus personnelles, un petit peu à part. J'avais envie de vous demander, vous, nos 3 jeunes rassemblés ici, et merci d'être là, un souvenir inoubliable, s'il devait y en avoir qu'un, un souvenir de week-end ou de camp qui reste gravé dans vos mémoires. Baptiste, je rappelle quand même que vous êtes routier chez les SUF. Exactement. Alors moi, ce serait un souvenir, mais qui se répète à chaque camp. En fait, c'est à la fin de chaque camp, on fête un peu la fin de ce camp, on fait un grand festin. Et donc, c'est souvent un moment assez sympa avec tous les scouts autour du feu. Souvent, on fait un gros méchoui qu'on partage. Donc, pendant ça, il y a toute la préparation en amont pendant toute la journée. Et donc, c'est un moment assez sympa où il y a beaucoup de chants, beaucoup de bonne humeur pour fêter la fin de ce camp et passer les derniers instants ensemble. C'est l'apothéose. Exactement. Timothée, est-ce que vous avez un souvenir Je rappelle aussi que vous êtes assistant chef de meute chez les Europe. Oui, forcément, il y a plein de souvenirs qui me viennent en tête. Après, un meilleur, c'est compliqué parce que tous les week-ends sont géniaux. On a toujours plein d'anecdotes, mais c'est vrai que par exemple, un dimanche matin, on s'était levé et en fait, il y avait de la neige partout. La tente était recouverte de neige et on avait, entre guillemets, on avait joué, mais on avait pu jouer toute la journée dans la neige, tout ça. Ça c'est rare maintenant très aujourd'hui. Rare. Moi, j'ai eu en 4 ans de scoutisme, je l'ai eu 2 fois et du coup, les derniers dans la patrouille, les plus jeunes, étaient super contents, tout ça, c'était génial. Et vous, Louise, je rappelle que vous êtes assistante chef de meute aussi chez les Louveteaux au SUF. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était en première année de Jeannette, du coup j'avais 8 ans, à mon premier camp, la dernière nuit, où c'était la nuit des au revoir des plus grandes qui donc passaient chez les guides. Et alors je me souviens qu'on s'était toutes rassemblées autour d'un feu pour manger des chamallows grillés. Et ça, c'est un grand moment chez les scouts, j'entends souvent parler de ça, les chamallows grillés. Les chamallows grillés sur un bâton dans les braises, la plupart du temps ça finit dans les flammes. Mais c'était juste un super souvenir parce que je voyais un peu toutes les grandes pleurer, je me disais... c'est dingue ça, les amitiés qu'elles ont pu créer
au sein de leur équipe, au sein de leur meute. Pas meute, c'est quoi ? C'est un groupe. Voilà, et du coup ça s'est retrouvé quand j'ai dit au revoir moi en tant que dernière année au guide, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la dernière ronde de jour, où on salue toute la compagnie, donc une guide par une guide, et c'était vraiment un souvenir qui m'a marqué parce que j'ai vu tous les liens hyper forts que j'avais créés avec ces filles. Et au contraire, un souvenir plus difficile, parce que là, on brosse un portrait très rose, mais il y a quand même des moments qui peuvent être un peu plus compliqués. Un camp sous la pluie, ou je sais pas. Dites-nous, Baptiste. Oui, effectivement, la météo, qui n'est pas forcément très clémente, peut mettre un peu... peut plomber un peu le moral. Mais on arrive toujours à... c'est grâce au scoutisme, on arrive toujours à rebondir. Moi, je pense qu'un souvenir un peu plus... un peu moins drôle que j'ai vécu, c'est quand j'étais chef, donc toujours responsable, j'ai un jeune qui s'est ouvert la lèvre, et donc il fallait s'occuper de lui, il fallait l'emmener à l'hôpital, etc. Et donc sur le coup, on est dans l'euphorie, on est un peu stressé, mais c'est justement dans ces moments où on apprend à rebondir qui... Les bons réflexes se sont venus à ce moment-là, malgré la panique. Justement, oui, c'est cette panique-là qui nous fait agir, et grâce à nos formations qu'on peut avoir en amont, ça revient instinctivement et on s'en sort. Mais il faut gérer le jeune qui s'est blessé, mais aussi les autres scouts qui sont à côté et qui ont parfois un peu peur. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, mais... Oui, la formation, hein, on y reviendra tout à l'heure avec vous, David Éluard, mais la formation, c'est très important quand on est d'un jeune vis-à-vis d'un autre jeune, qu'on a une responsabilité d'enfant. Timothée, un souvenir un peu moins marrant. Oui, effectivement, la pluie, moi, c'est vrai que la pluie au scout, ça reste quelque chose quand même. Par exemple, moi, je sais que je rentrais chez moi, je mets à peu près 10 minutes à pied, et en fait j'étais tout mouillé, et là à ce moment-là je me suis dit il y a des moments où, en fait c'est pour ça que aussi j'avais dit qu'on apprenait aussi à relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des moments du coup évidemment dans les pires moments au scout, c'est quand on est sous la pluie, qu'on a tout trempé, le soir on sait pas où on va dormir, on a tous nos habits trempés à l'intérieur de notre sac, notre duvet il est mouillé, donc tout pleut, et en plus de ça il y a les plus grands derrière qui te disent d'avancer parce qu'il reste 20 km à marcher, et là je me dis en fait c'est là où on apprend tout, quoi. Dans ces moments-là on apprend à relativiser, à se dire que en fait dans une semaine on est chez nous et tout ça, et donc c'est pour ça que quand je rentrais chez moi et que j'ai trempé et j'avais 10 minutes de marche, je me suis dit en fait là je vais rentrer chez moi au chaud, et qu'en fait au scout, si j'avais jamais vécu ça, j'aurais jamais pu relativiser ce moment, et donc c'est pour ça qu'en fait il faut vivre des vraies expériences, des vraies choses, marcher longtemps, avoir tout mouillé pour se dire mais en fait au fond c'est pas très grave, quoi. C'est pas grave, le dépassement de soi et le relativisme. Louise? Alors moi je dirais le souvenir le plus négatif entre guillemets qui m'a marqué, c'était ma première année de scout, de guide, mon premier week-end d'équipe, et donc j'étais toute petite, j'avais à peine 12 ans. On a campé sous la tente, et alors il y a eu une tempête pendant la nuit, c'est-à-dire qu'il a déchiré la tente, c'est-à-dire qu'elle est restée plantée au sol, mais que le cuir s'est déchiré d'un trou tellement énorme que je pouvais passer à travers. Et donc c'est sûr qu'il est 4h du matin, il pleut des trombes d'eau sous la pluie, le sac grand ouvert. Je précise qu'en face de vous, il y a David Éluard qui est mort de rire. On a le droit de rire au micro parce que apparemment, vous racontez quand même tous ces souvenirs qui peuvent être difficiles, surtout à votre âge où vous êtes un peu perdu, mais vous avez tous la banane. Je vous laisse continuer, Louise. Parce qu'en fait, ça s'est bien fini. On était toutes mortes de rire, on est partis en courant avec ce qu'on pouvait attraper dans les mains, les chaussures dans les mains, parce que tout était trempé, on ne pouvait rien sauver. Et puis on a réussi à s'abriter. Mais en fait, ça reste un super souvenir. Vous n'avez pas eu peur sur le moment à vous dire, mais où est-ce qu'on va dormir, quoi ? Et on est mouillé, on a froid, on en a marre, la colère peut monter aussi. Alors honnêtement, moi je me sentais extrêmement en sécurité avec ma chef d'équipe. J'étais la plus jeune, donc j'avais l'impression que tout était tellement plus simple. J'étais protégée par les plus grandes. Et j'avais tellement pas peur, en fait. Et j'ai beaucoup relativisé. Et même quand j'y repense aujourd'hui, je me disais, bon, un duvet mouillé, c'est pas si grave que ça. J'ai sûrement attrapé un gros coup de froid, mais ça s'est bien fini.
Il y a il faut préciser que les 3 organisations, les 3 mouvements ont en commun de s'appuyer sur un fonctionnement en groupe de 6 à 8 jeunes, où chacun se voit confier une responsabilité. Vous en parliez tout à l'heure. On parle de responsabilité, de mission, parfois de poste d'action. Quel genre de responsabilité vous avez préféré alors c'est au sein de l'équipe ou de la patrouille, il y a 6 à 8 jeunes, chacun a bien une mission définie. Laquelle vous avez préférée, Baptiste ? Moi, je pense que la mission que j'ai préférée lorsque j'étais jeune, c'était être chef de patrouille. Donc, c'est dans l'accompagnement des scouts qui nous sont confiés. On est responsable du groupe envers les chefs, mais aussi on a une responsabilité envers les parents qui nous confient leur enfant indirectement. Et donc, je pense que c'est une mission qui est très belle. Moi, je disais souvent à mes scouts qu'on apprend beaucoup des plus grands, mais je pense aussi qu'on apprend aussi beaucoup par les plus petits. Donc quand on est chef de troupe, quand on est chef de patrouille, eh ben on peut voir cette détermination, comme Louise le disait, elle était la plus jeune. Et mais en fait, c'est cette beauté de la jeunesse et de l'insouciance qui nous font évoluer aussi. Ouais. Timothée ? Oui, moi, il y a des postes d'action, donc évidemment, moi, j'ai eu souvent le poste donc bout en train, donc préparer. C'est un poste ça, bout en train. Oui. C'est quoi ? Préparer en fait la veillée du soir, donc la veillée, donc chaque patrouille du coup a une partie de la veillée et il y a une patrouille qui a en charge elle les transitions entre chaque entre guillemets sketch, enfin voilà. Mm-hmm. Il y a plusieurs techniques. Et nous, effectivement, après, ça dépend aussi des troupes, des troupes et du coup des endroits. Mais nous, c'est vrai que dans notre troupe, la veillée était prise pour quelque chose de vraiment sérieux et pas forcément là où on rigole tout le temps. Enfin, si, mais ça restait quand même à un moment de la journée très sérieux. Je sais que j'ai eu un chef de troupe qui, lui, ça lui tenait à cœur. Et donc, du coup, on devait souvent préparer du coup ces veillées-là. Et moi, du coup, en tant que bout en train, je mettais du mien. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les veillées, c'est pas forcément les moments où on rigole, où on fait un petit peu, où on fait des blagues sur la journée, tout ça. On peut vraiment apprendre des choses sur les autres qu'on n'aurait pas apprises comme ça, et enfin plein de choses. En fonction de la façon ce que la personne peut donner et dont elle réagit et ce qu'elle peut apporter à cette soirée. Ce serait plus animateur que bout en train, finalement. Voilà, exactement. C'est plus ça sérieux. Que j'ai préféré, ouais. Mais c'est vrai que c'est plus sérieux. Louise ? Moi, je pense que le poste que j'ai préféré, c'était quand j'étais intendante. C'est-à-dire, je pense que c'était ma 2e ou 3e année, je me souviens plus, de guide. Et en fait, le but, c'était de préparer, d'organiser les menus, d'aller faire les courses, de gérer le remboursement, les tickets de caisse, etc. avec les cheftaines. Et donc, en fait, on devait préparer pour les week-ends d'équipe intendante, tout ça. Et donc, moi, j'aimais bien préparer les menus, essayer de réfléchir, parce qu'on a un budget à respecter. On a un budget à respecter parce qu'on n'a pas forcément, on va pas forcément acheter de la marque tout le temps, et puis voilà. Et puis il faut aussi trouver des menus qui s'accordent avec la météo, c'est-à-dire que s'il pleut des trompes d'eau, peut-être choisir quelque chose facile à cuire ou des choses comme ça. Et puis le moral est au fond des gamelles, donc il faut acheter des choses qui font du bien, qui font plaisir. Merci pour ce petit aparté. Mouvement éducatif d'origine chrétienne créé par le Britannique Baden-Powell, l'engouement pour le scoutisme ne désemplit pas avec des listes d'attente qui ne cessent de s'allonger. Il faut désormais s'y prendre tôt pour inscrire son enfant. Le scoutisme, une école de la vie, c'est notre thème aujourd'hui. On en parle avec Louise, Baptiste, Timothée et avec vous, David Éluard. D'après l'enquête inédite de l'IFOP sur l'utilité sociale du scoutisme commandée par le RASSO, Association des aînés et anciens guides des scouts d'Europe, 87% d'entre eux deviennent bénévoles associatifs à l'âge adulte. On va revenir sur cette étude. Avant cela, Baptiste, tout à l'heure, on parlait des particularités pédagogiques du jeune qui grandit par le jeune. Et ça peut faire peur à certains parents de se dire, je vais confier mon enfant de 8 ans à un jeune de 16 ans. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va lui faire ? Il est déjà pas mûr dans sa tête. En fait, ce que vous me dites, c'est que ça se fait progressivement. Et puis, c'est descendant. Expliquez-nous. C'est ça, exactement. La responsabilité se fait plus particulièrement pour les enfants qui auront à partir de 12 ans, parce que les enfants entre 8 et 12 ans, ils sont sous la responsabilité des chefs et des cheftaines. Mais on a parlé du principe de subsidiarité tout à l'heure, et moi j'aurais ajouté la pédagogie du grand frère, où chaque chef de patrouille, donc qui a 16 ou 17 ans, a la responsabilité de former, entre guillemets,
les nouveaux scouts et guides qui arrivent pour leur apprendre des nouvelles techniques. Donc on parlait de froissartage tout à l'heure, on parlait de veillée aussi. C'est toutes les activités du camp. Donc c'est une pédagogie qui est descendante parce que c'est on apprend ce qu'on a soi-même acquis. Exactement. On transmet lorsqu'on a des responsabilités. Et donc c'est cette pédagogie du grand frère qui permet aussi de définir le scoutisme. Et, David Éluard, justement, les jeunes, les chefs et les cheftaines doivent être... les jeunes, disons les chefs, les cheftaines et même les parents qui viennent dans la maîtrise, doivent être formés, mais de quelle manière ? Oui, il faut savoir qu'en tant qu'association de jeunesse, nos différents mouvements bénéficient d'un agrément dérogatoire finalement, puisqu'on se situe dans un cadre qui est un peu particulier par rapport aux associations, aux organismes qui éduquent les jeunes, puisque nous, c'est la pédagogie scout qui va être au centre. Et donc, on a des agréments qui sont donnés par les ministères et qui font l'objet d'un renouvellement, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement sérieux, et donc qui nous permettent, sous réserve de respecter un certain nombre de critères qui sont effectivement audités par la suite, de former par nos propres moyens en fait tous nos encadrants. Et donc n'importe quel jeune qui a une responsabilité d'encadrement dans nos mouvements a, au démarrage de toute année, s'il ne l'avait pas déjà fait, va avoir une formation de base, voilà, qui est un week-end de 2 jours avec, on va dire, le package de base pour pouvoir encadrer une activité. Ça, c'est simplement au démarrage pour s'assurer que tout va bien démarrer dans le respect des consignes et des règles de base. Et puis ensuite, chaque jeune va faire 2 camps écoles d'une semaine où en vivant sur les principes et en vivant la vie scout, c'est-à-dire que c'est effectivement un camp où on va camper. En revanche, c'est un camp un peu particulier où on va être encadré par des maîtres de camp, des personnes qui ont été formées en pédagogie et qui vont pendant toute cette semaine nous permettre de monter en compétence sur tous nos connaissances pédagogiques et réglementaires et qui vont nous donner un quitus finalement, le droit d'encadrer les jeunes pendant les activités de l'année et tout spécialement pendant le camp. Où on aura la responsabilité d'encadrer des jeunes pendant ce que disait Timothée tout à l'heure, un certain nombre de jours, de nuits, en toute autonomie. Et donc là, effectivement, notamment le maître de camp, qui est le responsable vis-à-vis des autorités, est titulaire forcément d'un camp école numéro 1. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais non, ça va être et trop d'un long, camp école numéro 2, ouais. C'est-à-dire qu'à minima, puisque ça peut être plus, il a au moins 2 semaines pleines de formation avant de pouvoir encadrer un camp d'été, par exemple. Mais c'est énorme dans le temps comme ça pour les jeunes. Moi, je pense à vous, vous deux, Louise et j'allais dire Augustin, mais n'importe quoi, et Timothée. On imagine qu'entre le travail, les amis, les sorties, si en plus vous faites du sport, en plus du scoutisme, et qu'en plus vous devez vous former, comment vous arrivez à gérer tout cet emploi du temps de ministre ? Oui, après, c'est vrai qu'on nous propose beaucoup de dates et du coup, moi, personnellement, j'ai fait en fonction de mes disponibilités, pardon. Par exemple, une semaine sur les vacances qui n'étaient pas prises, où je faisais pas grand-chose et si j'avais quelque chose, je décalais, machin, et puis au final... Ça se fait ? Oui, ça se fait. En fait, au final, c'est que 2 semaines. Hein. Ouais. Et puis, vu que c'est souvent c'est sur les vacances, on a souvent une semaine de libre. Mais après, il faut préparer. Il faut préparer les week-ends. Enfin, vous, c'est des petits, donc c'est des journées. Mais il y a quand même la préparation, il y a la journée. C'est un sacré challenge, Louise ? Oui, après... ça reste un engagement, c'est-à-dire que c'est sûr que si on veut profiter des sorties, des camps, etc., il faut bien y mettre du sien pour les préparer. Et puis en soi, c'est pas forcément... c'est vraiment des moments qui peuvent aussi être drôles en tant que chef, parce que dans la maîtrise, tous les chefs qui s'occupent de la meute, par exemple, on devient amis, on apprend à se connaître aussi, donc c'est aussi des moments passés entre amis, où on fait des brainstorming sur les thèmes de l'année, les imaginaires, les activités, et puis ça prend du temps, mais c'est aussi quelque chose où on a envie d'y aller. Un moment de plaisir. Voilà, c'est ça. David Éluard, je voudrais revenir par rapport aux parents, des parents qui voudraient inscrire leur enfant au scoutisme. Il y a 3 mouvements de scouts catholiques en France. Sans être trop caricatural, on a l'impression que d'Europe à France, on va du plus strict au plus cool. Est-ce que je me trompe ? Et comment une famille peut ou doit choisir ?
C'est pas une question forcément évidente, en effet. Il est vrai que, par exemple, chez les Scouts d'Europe, que je connais du coup, on a un encadrement, une hiérarchie, on en parlait tout à l'heure, qui est existante. Je sais que pour avoir des amis chez les Scouts de France, le système hiérarchique est peut-être un petit peu plus diffus, peut-être un peu moins pyramidal, par exemple, ça peut être une différence. Et donc la grande force finalement des différents mouvements scouts, c'est de proposer aussi ces alternatives, et peut-être qu'un jeune va plus s'épanouir dans un mouvement qu'un autre parce qu'il va plus s'y retrouver. Une des spécificités des Scouts d'Europe, c'est qu'on est aussi très présent au milieu rural, et on a effectivement, parmi nos adhérents, on a environ 35 000 adhérents. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est en augmentation constante, on a beaucoup de demandes, on a environ 1000 adhérents de plus chaque année. Et une de nos spécificités, c'est d'être présent en milieu rural et d'être spécifiquement présent à travers des unités réduites qui vont être par exemple des patrouilles libres. C'est-à-dire que quand on n'a pas le nombre de jeunes suffisant pour ouvrir une compagnie ou une troupe sur l'âge 12-17 ans, on va pouvoir démarrer d'une manière qui est tout aussi belle que dans une troupe. Et d'ailleurs, ça, c'est une unité de base qui peut ensuite essaimer et devenir une troupe. C'est aussi ça, le scoutisme, c'est rayonner, commencer petit et puis voir grand. Et donc, on a un système de patrouille libre qui est présent partout, mais qui va être chapeauté par des équipes nationales et donc qui vont permettre finalement. Et là, on est aux origines du scoutisme, puisque finalement, avec Baden-Powell, ça a commencé comme ça, par une première patrouille, d'avoir un chef ou une chef de patrouille qui réunit autour d'elle, autour de lui, quelques jeunes, et puis qui va démarrer une patrouille. Et effectivement, parfois en milieu rural, c'est plus difficile d'avoir des encadrants. Les jeunes qu'on a autour de la table, ils sont étudiants en études supérieures, et donc ça veut dire qu'ils sont en général dans des grandes villes où on va retrouver des écoles, des universités, et donc d'avoir une cheftaine de compagnie, un chef de troupe en milieu rural, c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, ça n'empêche pas de pouvoir démarrer. On arrive à trouver quand même. C'est difficile d'arriver à recruter des responsables. Oui, alors forcément, on va beaucoup taper dans les rangs des anciennes guides et dans des anciens scouts. On est en permanence en recherche de cheftaines, de chefs pour être bénévoles. On finit toujours par en trouver. Il y a des parents parfois qui mettent un peu la main à la pâte de façon temporaire, mais ça reste temporaire. Mais ce qu'on peut dire aussi, et puis un de nos arguments de vente pour recruter des cheftaines et des chefs, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est une véritable école de management. C'est un endroit où on crée des amitiés authentiques, solides et durables. Et donc, devenir chef ou cheftaine, c'est aussi développer des compétences, développer tout un réseau qui va servir aussi dans la sphère professionnelle, et qui finalement. Sert. Après, c'est ce que dit l'étude IFOP. Exactement. Elle montre une forte empreinte de cette expérience de scoutisme tout au long de la vie. Les anciens scouts font preuve d'un niveau d'implication civique et associative bien supérieur à celui du grand public. C'est peut-être la roue qui tourne. Les anciens deviennent des chefs et puis ils peuvent aussi ramener dans leur entourage. L'étude, elle montre aussi que 92% voient encore un copain scout à l'âge adulte. David Éluard, vous êtes scout depuis tout jeune. J'ai 11 ans, oui. Ouais, et des amitiés fortes. Vous avez construit des amitiés fortes au sein du scoutisme. On peut dire ça puisque tous mes meilleurs amis ont été guides ou scouts. Voilà, on a vécu des choses tellement belles, tellement fortes ensemble que c'est des amitiés solides, et on sait que nos amis guides et scouts, si on a un vrai problème, ils traverseront la terre pour nous venir en aide. Donc c'est aussi ça le scoutisme. Et vous trois, pour terminer sur l'amitié, justement, c'est des amis que vous avez depuis toujours, ceux que vous avez rencontrés au scout, Louise ? Oui, bien sûr. Et on vit des moments qui sont tellement hors de la vie de tous les jours, des anecdotes qu'on peut raconter ensemble et qui nous lient. Et puis quand on passe un camp d'été à camper 2 semaines aux côtés de quelqu'un, on devient forcément son ami, c'est impossible. Timothée, c'est pareil. C'est vrai qu'on pourrait effectivement passer des soirées à raconter des anecdotes à n'en plus finir. Et oui, effectivement, mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est des scouts, c'est des
des gens qui ont été dans ma patrouille et qui ont effectivement du coup fait des camps de 2 semaines avec moi et je pense effectivement je pense que c'est des amis qui pourraient traverser peut-être pas la terre mais au moins la France pour nous aider et effectivement c'est des amis que franchement sincèrement qui resteront toute la vie. Baptiste. Je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai aussi expérimenté ça en arrivant à Nantes l'année dernière. J'arrivais à Nantes, je connaissais personne. Bah oui. Vous êtes arrivé dans une troupe que vous ne connaissiez pas en fait. Exactement, je connaissais pas. Il y avait l'école qui permet de rencontrer des gens, l'université, mais il y a aussi le scoutisme qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde dans les différents mouvements, même à l'intérieur du mouvement dans les différentes unités. Mais aussi, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais les chefs de groupe qui ont un rôle assez important dans la vie du scoutisme, dans le bon déroulé de la vie des scouts et des jeunes. Chefs de groupe, c'est donc les grands chefs, ceux qui gèrent plusieurs patrouilles, et c'est des adultes. Oui, en fait, les chefs de groupe, ils sont responsables, en tout cas au SUF, je pense que chez les Europes c'est pareil, il y a 6 unités. Et donc chez les SUF, les chefs de groupe sont responsables des 6 unités. Et là, c'est des parents. Qui sont chapeautés par les chefs d'unité et avec les chefs de patrouille qui sont en dessous. Et ce sont des parents, David Éluard. Oui, c'est des parents qui garantissent finalement le cadre réglementaire du scoutisme, parce que vous l'avez dit, on confie des jeunes à des jeunes, mais on peut relativiser en disant qu'il y a quand même des parents qui jettent un œil et qui sont très impliqués dans le fonctionnement, voilà, et qui permettent finalement aussi en tant que bénévoles à ce que toutes les activités puissent se passer dans un cadre où la sécurité des jeunes et la pédagogie soient respectées. Et pour les 30 secondes qui nous restent, j'avais envie de reprendre un mot que vous avez dit tout à l'heure. Les parents déposent leurs enfants justement pour qu'ils puissent être en dehors de chez eux, au contact de la nature. Et pour vous, c'est ça le rôle du scoutisme aussi, c'est de reconnecter les jeunes dans un contexte un peu difficile, de reconnecter les jeunes qui sont souvent en quête de sens, leur donner un but, dans la vie. Moi, je suis convaincu, puisque c'est mon expérience personnelle, que dans le cœur de chaque jeune, il y a un idéal extrêmement fort de vivre des belles choses, de vivre des choses vraies. Quand on fait le signe de la promesse, on a aussi les 3 doigts qui sont les valeurs du scoutisme: franchise, dévouement, pureté. Et donc chaque jeune aspire finalement à devenir une belle personne, et c'est ça que propose le scoutisme. Merci à vous tous pour votre participation au Rendez-vous Fidélité. Merci à nos auditeurs de Radio Fidélité et de Radio Grand Ciel.